vote, je te dis jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Frontière, la matinale. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Non, je ne me calmerai pas. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. L'interview frontale. Jérôme Sainte-Marie, colloque président de l'Institut Pauline Vox, un institut d'études et de sondage d'opinion. Bonjour monsieur Sainte-Marie. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. En cas de dissolution dans un an, est-ce que le RN l'emporterait-il selon vous ? Alors je vais quand même compléter ma présentation en assumant les choses, c'est-à-dire que je suis également en charge de Campus Emera, qui est l'école théorique du Rassemblement national, et j'ai été candidat, malheureusement non élu, dans les Hautes-Alpes, dans la première circonscription des Hautes-Alpes. Voilà, c'était ma première candidature, ma première campagne, durant laquelle j'ai appris pas mal de choses. Du coup, j'ai un peu oublié votre question que je vous demande de me reposer. En cas de dissolution dans un an, est-ce que le RN l'emportera selon vous ? Difficile à dire. Moi, je pense que oui. Je crois qu'il y a énormément de circonscriptions dans lesquelles le Rassemblement national a échoué à 1, 2, 3 points. Pourquoi est-ce qu'il a échoué ? En réalité, par la mobilisation exceptionnelle de nos concurrents et par l'alliance qu'on a appelée improprement le Front républicain, mais par d'excellents reports de voix, il faut dire les choses comme elles sont, de la gauche sur les macronistes et des macronistes sur la gauche. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle en tant que sondeur et non pas en tant que député aujourd'hui. Ça s'est joué à assez peu de choses. Et ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs, là je vous parle de la première circonscription des Hautes-Alpes parce que c'est une fractale en quelque sorte de ce qui s'est passé au niveau national. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir que la mobilisation était aussi forte, voire un peu plus forte au second tour qu'au premier tour, et que malgré le programme délirant du nouveau Front populaire, les candidats macronistes s'étaient retirés, et ensuite, en l'occurrence c'était une triangulaire. Voilà, ça je crois que ça ne serait pas possible pour vous répondre. Ça ne sera pas possible dans les mêmes proportions. C'est le premier élément. Le second élément, c'est que si les reports de voix ont été aussi bons, c'est pas simplement par l'argument, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, l'argument moral contre le Rassemblement national, c'est aussi parce que je pense que beaucoup de Français se sont dit que nous n'étions pas tout à fait prêts. Ça a été l'histoire des candidats un peu baroques qui a été surmédiatisée. C'était le fait aussi qu'on ne pouvait pas annoncer, qu'on n'a pas voulu annoncer un gouvernement. Et je pense que, vous savez, d'un pays vieillissant comme le nôtre, etc., les gens veulent être bien gouvernés. Ils regrettent de ne pas l'être actuellement, mais ils veulent d'abord être gouvernés. Et donc, un parti comme le Rassemblement national, grâce à ses alliés, vous en avez parlé à l'instant, ses alliés venus de la droite notamment, eh bien, désormais, et dans quelques mois certainement, s'il y a dissolution, sera en possibilité en quelque sorte de présenter justement des ministres, etc. C'est ça qui va être décisif. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend... Donc pour répondre, oui, je pense qu'on peut l'emporter dans quelques mois, oui. Aujourd'hui, quand on écoute, nous aussi, on est allé sur les marchés, on a suivi les campagnes, et c'est vrai qu'on ressent quand même que les personnes, souvent d'ailleurs, c'est plutôt à la campagne qu'en ville, sont démoralisées de la politique, n'ont même plus envie d'y croire. Alors je ne crois pas parce que ça c'est ce qu'on dit beaucoup, mais en réalité vous avez eu une hausse de la participation aux européennes. Ça fait 3 élections. Alors c'est une élection où on vote peu les européennes, ça fait 3 scrutins européens successifs où on vote davantage. Par ailleurs, vous avez une augmentation de plus de 20 points de participation entre ces législatives et celles d'il y a 2 ans. Évidemment, parce que ces législatives étaient dramatisées, elles n'est pas juste après une présidentielle. Et on continue à voter à peu près dans la même proportion, entre 70 et 75% des Français votent à l'élection présidentielle. Donc le désenchantement politique, moi je ne le constate pas. Ce que je note inversement, c'est que beaucoup de gens, notamment à gauche, beaucoup de sociologues, de politistes, un milieu que je connais assez bien, eh bien mettent l'accent sur l'abstention pour relativiser les succès du Rassemblement national. En fait, non, les gens, dans la situation dramatique que vous décrivez, j'ai écouté des émissions précédentes, et voilà, eh bien, les gens pensent que la politique peut changer. Ils croient encore, selon vous. Absolument. Et alors, moi, pour rester sur les précédentes législatives, c'est bien, vous avez fait la passe... tu as fait la passe sur Louise, mais oui, en fait, moi j'avais une question quand même, c'est que vous avez rappelé très justement votre titre de directeur du campus Emera. Il y a un gros souci qu'ont rencontré beaucoup de Français dans ces élections législatives, c'est le fait qu'ils se sont retrouvés face à des candidats
qui n'étaient pas formés. C'était des candidats qui n'étaient pas au niveau. C'est des candidats qui étaient en dessous, qui soit maîtrisaient pas certaines questions, soit ne savaient pas parler en public, soit en fait n'avaient pas d'ancrage local. Je dis pas évidemment que c'est tous, hein, vous me comprenez bien, mais on avait repéré, je sais plus, une trentaine, une cinquantaine de candidats qui étaient vraiment en dessous. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un échec dans la formation ? Alors, je suis désolé parce que j'ai tendance à assumer ce que je suis et ce que je fais, mais Campus Emerald n'était pas chargé de la formation des candidats. Soyons bien clairs, je vous ai dit c'était l'école théorique. Voilà, donc là, il y a un programme assez ambitieux de formation systématique des candidats possibles, à la fois aux législatives et surtout, parce que ça, on est sûr que ça va arriver bientôt, aux municipales. Au municipal. Bien sûr, oui. Et vous savez, c'est comme la métaphore un peu basique du panier, c'est-à-dire une seule pomme avariée contamine tout le panier. C'est-à-dire que moi j'ai vu ça également. Bon, je crois avoir été un candidat présentable, mais effectivement l'écho. Puis beaucoup de gens se sont dit, mais s'ils ont choisi des mauvais candidats, est-ce qu'ils vont choisir des bons ministres ? Vous voyez, qui ne peut pas le moins ne pourra pas le plus. Donc c'est vrai que c'était très embêtant. Alors ça tient à quoi ? Ça tient probablement à deux choses. D'une part, l'attention malveillante particulière des médias pour ce parti. Ça joue. Non, mais il faut quand même le reconnaître. Hein. Sincèrement, en tant que sondeur, j'ai accompagné depuis 30 ans des dizaines, des centaines de campagnes. Faire campagne pour le Rassemblement national, c'est se heurter quand même à un mur de malveillance. Ça a permis de les repérer, ça, c'est le premier mais point. Ils existaient. Le second point, très important, c'est que nous avons très peu d'élus locaux pour l'instant. Et vous savez, ça c'est la meilleure formation, c'est d'assister à un conseil municipal régulièrement, d'être confronté à des dossiers. Ça c'est une formation qu'ont naturellement tous les autres partis. Je vous donne un exemple, excusez-moi, je reviens sur mes chères Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, le Rassemblement national a un conseiller régional, n'a aucun élu local autre. Pas des conseillers, il y a quand même 170 à peu près communes, il n'y a pas un seul conseiller municipal. Alors même que les deux candidats, si on fait la moyenne, nous avons fait 46% au second tour. Vous voyez, il y a une disproportion incroyable entre notre puissance électorale et notre ancrage électoral pour l'instant, concret, les élus. Parce que c'est comme ça, il y a un cursus honorum, si vous voulez, qui fait qu'en République, qui fait qu'on devient conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional, et puis un jour, député. Donc vous arrivez, il y a eu une sélection qui s'est faite naturellement. Nous, c'est pas le cas. Donc c'est très bien, ça fait de très belles carrières militantes express, mais ça signifie qu'on a... Mais sincèrement, là, ça a été annoncé par Jordan Bardella, notamment par Marine Le Pen, lors du Conseil national élargi qui s'est tenu il y a 2 semaines à Paris. Là, il y a un dispositif important. N'oubliez pas que ce parti avait très peu de moyens jusqu'à présent. Enfin, jusqu'en 2022. Depuis 2022, c'est tout à fait différent. Et il y a aussi la question très concrète des moyens financiers du parti qui lui permet aujourd'hui d'assurer ses formations. Et ce qui est très important d'ailleurs, c'est vrai que là on avait notamment Laure Lavalette qui a été présente chez Frontières dans la matinale il y a quelques jours et on lui posait la même question, est-ce que vous allez vous présenter à la mairie, etc. Et puis elle dit, pour l'instant je ne dis rien, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est quand même un premier pas dans tout ce système-là, d'être aussi au niveau local et être apprécié aussi de ses électeurs. Et pour être apprécié, il faut être beaucoup plus proche d'eux aussi. Oui, il faut se confronter aux dossiers locaux. Mieux comprendre. Sachant que les municipales, c'est plus compliqué parce que vous savez, pour se présenter dans une législative, il faut avoir un candidat et un supplément. Là, il faut composer des listes à la paritaire, qui plus est. Donc c'est un vrai défi. Je prends encore une fois mon exemple local, la ville de Gap, c'est une quarantaine de candidats à présenter sur une liste, donc 20 hommes, 20 femmes. Il faut des gens qui soient non seulement motivés politiquement, ça on en trouve énormément, mais des gens qui soient prêts à assumer le regard localement, on peut avoir des problèmes, etc., qui peuvent être attaqués. Encore une fois, faire campagne pour l'Assemblée nationale, malgré ce qu'on appelle la dédiabolisation, c'est pas rien, c'est avoir des graffitis, vous imaginez de quelle nature, sur ces affiches. C'est aller quand même un petit peu, malgré tout, au-devant des ennuis, un peu partout en France. Désormais, énormément de gens sont prêts à le faire, mais là, ça va être, pour nous, c'est un défi très important,
que d'être présent dans toutes les grandes villes de tous les départements et de composer ces listes. C'est un vrai test. Hein. C'est un vrai test, parce qu'on parle toujours, encore une fois, dans les sondages, c'est le sondeur qui parle, de dédiabolisation. Là, on verra bien si les gens sont prêts à assumer. Moi, je fais le pari qu'ils le sont désormais. Et vous parlez de graffiti, mais pendant les élections législatives, c'est aller plus loin que des graffitis. Après, ça fait déjà plusieurs années, mais notamment aux élections législatives, vu qu'on était un peu on était à 300 à l'heure, parce qu'on avait très peu de temps finalement. Nous, on l'a suivi. Hein. C'est vrai que ça a été européenne, puis législative, ça ne s'est pas arrêté. Il y a quand même eu des violences oui, bien sûr. assez corsées. Mais tu parlais des européennes, Louise, décidément, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu me fais des passes parfaites. Mais effectivement, il y a eu, il y a quelques mois, donc, 2 élections nationales, en tout cas d'impact national, à un mois d'écart. Selon vous, est-ce que le Rassemblement national a bénéficié de son excellent score, je crois que c'est 34% ou 33% aux européennes, ou est-ce que finalement ça a eu un impact où en fait, quelque part, ça s'est essoufflé après? Est-ce que quelque part, peut-être les équipes de campagne étaient épuisées, mais même électoralement, est-ce qu'il y a une différence justement entre ce vote pour le Rassemblement national dans les européennes et ce vote dans les législatives? Est-ce que l'essai a été transformé quelque part? Oui, l'effet d'entraînement a été massif. N'oublions pas que la participation a été forte aux législatives. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça veut dire qu'il y a eu 11 millions de scrutins, de bulletins de vote, qui ont été déposés. Ça, c'est important parce que ça signifie que beaucoup de ces électeurs étaient des nouveaux électeurs pour le Rassemblement national. Et vous savez, c'est pour le Rassemblement national, puisque c'est un parti qui a été, comme on dit, diabolisé, c'est le premier pas qui coûte. Quand vous avez voté Rassemblement national et quand vous entendez ensuite les caricatures qui sont faites de ce vote, ça a tendance non pas à vous décourager, mais au contraire à vous solidariser de ce vote. Donc c'est un véritable trésor, ces 11 millions de voix qui se sont portées sur les différents candidats du Rassemblement national aux élections législatives. C'est un véritable trésor parce que c'est des gens qui sont désormais déterminés. Encore une fois, c'est diaboliser le voisin, déjà c'est moins facile parce qu'aujourd'hui tout le monde, encore une fois, je pense département où il n'y a pas d'élus en plus, aucun des 2 candidats n'a réussi à être élu aux législatives, mais on a fait 46% des voix, c'est-à-dire que tout le monde d'un département comme cela connaît, dans les Hautes-Alpes, soit a voté pour nous, soit connaît des gens autour de lui qui ont voté pour nous, et ils savent très bien que c'est des gens parfaitement normaux et fréquentables. Donc la dédiabolisation, elle s'est faite par le bas, et puis c'est ce stock de voix. Encore une fois, on parle toujours de pourcentage, et c'est encore une fois les sondeurs comme moi parlent de pourcentage, mais le politique, lui, il raisonne beaucoup plus en valeur absolue et beaucoup en nombre de suffrages. Ça, c'est quelque chose qui va faire que c'est un électorat qui, je pense, va rester mobilisé. C'est tout l'enjeu en fait. Hein. Oui, parce que c'est tout l'enjeu qu'il reste mobilisé et face à des formations qui, quand même, vu le spectacle lamentable des accords passés ou trahis d'ailleurs à l'Assemblée nationale, risque quand même de se démobiliser davantage. Mais vous le disiez juste un instant, c'est qu'effectivement quand une personne commence à voter pour l'Assemblée nationale pour la première fois, en fait, c'est une personne qui va pas arrêter de voter a priori pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que présent, c'est le cas, oui. Exactement, d'élection en élection, c'est quelque chose qui se vérifie assez. Et en fait, la question, c'est aussi quelles sont les conquêtes électorales du Rassemblement national depuis quelques mois. C'est-à-dire, en fait, on a vu, je crois, une progression chez les retraités, chez les cadres, mais comment ça se traduit en termes de chiffres? Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est très intéressant, c'est que le Rassemblement national a changé de niveau. Le niveau est monté très fortement, mais n'a pas changé de structure. Alors je sais que le récit médiatique, c'est de dire, voilà, il y a des nouveaux électeurs. Alors évidemment, quand vous arrivez à 30, 31, 34%, et quand vous tangentez la victoire dans pas mal de circonscriptions et quand vous l'emportez, n'oublions pas quand même que c'est 130 députés à peu près. Aujourd'hui, forcément, vous avez augmenté partout. Mais en valeur absolue, le Rassemblement national a moins monté chez les cadres qu'il n'a continué à augmenter. Je ne pensais même pas que c'était possible. Chez les ouvriers et chez les employés. Chez les ouvriers, aux européennes, parmi les ouvriers qui votent, eh bien, vous avez 56%, un truc comme ça. À la proportionnelle, c'est inimaginable en fait. Jamais le Parti communiste, etc., n'avait fait tel résultat dans les catégories populaires. Je ne pensais pas ça.
j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Bloc populaire où je parle un peu de ça, mais je ne croyais pas qu'on pouvait encore augmenter le Rassemblement national dans ces catégories-là. Donc en fait, là où les mouvements sont les plus importants, c'est dans les classes moyennes. En réalité, c'est un développement, alors je suis chez Frontières, je pense que vous aimez bien le concept de bourgeoisie patriote, ce genre de choses, moi j'y crois beaucoup moins, et de fait, en tant que sondeur, je le constate, la progression du Rassemblement national, du vote patriote justement, eh bien se fait par capillarité. Ça part des classes populaires et ça progresse actuellement dans le monde des fonctionnaires. Le sociologue Luc Rouban au CEVIPOF l'a bien écrit. Et ça progresse chez les retraités de CSP-. Alors évidemment, ça progresse aussi chez les cadres, mais enfin beaucoup moins. Alors il y a nos amis LR Ciotti, comme on dit, nous aident dans certaines circonscriptions. C'est une alliance extrêmement utile, mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, comment dirais-je, la structuration sociologique du vote reste très forte. D'accord. Il y a quelques instants, vous parliez du gouvernement, du nouveau gouvernement. On a présenté un sondage, d'ailleurs on invite tous les gens qui nous écoutent actuellement à y répondre à 10h chaque jour. On représente un nouveau sondage qu'on présente le matin à notre invité sur l'interview frontale. On a présenté le sondage « Le RN devrait-il censurer le gouvernement Barnier ?» et on a eu 53% non. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un sondage qui est fait auprès de qui ? De nos abonnés. Ah d'accord, très bien. Oui. Parfait. C'est une consultation en tant que une sondeur. On parle en expert, faut faire attention. Et je pars dans quelques heures à l'Institut catholique faire un cours sur les sondages. Donc... Et ben nous on a le nôtre maintenant, c'est parfait. Faut pas que... Voilà. Alors c'est une histoire, c'est très compliqué cette histoire, parce que vous l'avez souligné. Je vais faire le lien par rapport à cette question de participation et cette question de victoire éventuelle dans quelques mois. Là, je parle vraiment en tant qu'analyste politique, pas en tant qu'adhérent et candidat du Rassemblement national. Il y a toujours un risque qui plane sur les forces contestatrices comme les nôtres, et surtout pour des forces qui ont un vote populaire. C'est que le vote, comme on dit, anti-système, se radicalisent et aboutissent à une abstention massive. Quand vous êtes dégoûté par le spectacle des institutions démocratiques, ce qui peut être compréhensible vu ce qui se passe actuellement à l'Assemblée, vous avez deux options. Soit protester, soit alors vous abstenir. Je vais citer, excusez-moi, mais on ne se refait pas, je vais citer un sociologue américain qui s'appelle Hirschman. Hirschman avait écrit un bouquin qui s'appelle... il avait décrit l'attitude des consommateurs face à une marque, mais qui peut être extrapolée, ça l'a été par lui-même d'ailleurs, sur les citoyens. Vous avez, son bouquin s'appelle Voice, Exit and Loyalty. Vous avez trois possibilités. Soit vous adhérez au système, vous votez pour des candidats qui l'alternance unique décrite par Michéa, etc. Soit vous protestez, c'est Voice, mais malheureusement il y a une troisième option qui existe toujours, c'est Exit. Exit, c'est-à-dire la sortie, c'est-à-dire vous retirez du système. Donc c'est pour ça qu'il faut que le Rassemblement national conserve à la fois montre qu'il pense à l'intérêt général, et donc en l'absence de solution institutionnelle immédiate, je ne vois pas comment on pouvait faire autre chose que ce que l'on a fait, c'est-à-dire de ne pas censurer a priori. Ça, je pense que c'est apprécié par les gens qui sont vraiment très mécontents, mais ils ne veulent pas non plus d'une insurrection. Et d'ailleurs, quand la France insoumise a appelé les gens à manifester pour la destitution, eh bien, il n'y a eu personne dans la rue. Et si jamais on s'amusait à ce genre de choses, on apparaîtrait comme des factieux. Donc on ne le fait pas. Même si on peut penser, à titre personnel, que dans une situation pareille, un président de la Ve République aurait pu démissionner. C'est évident. Quand on voit pourquoi le général de Gaulle a démissionné en 69, on se dit que là, il y avait quelques motifs supplémentaires pour le faire. Emmanuel Macron ne l'a pas fait, c'est son droit le plus strict. Nous ne poussons pas à ce qu'il le fasse, mais on laisse le pays être gouverné. Et si on a des gens comme Retailleau ou certaines propositions de M. Barnier qui peuvent être avancées, tant mieux pour le pays. Encore une fois, il ne s'agit pas de mener la politique du pire, mais il faut maintenir, effectivement, je suis très attaché à cela, ce qu'on a appelé parfois le populisme. Il faut maintenir une position extrêmement résolue à ce qui se passe pour être le débouché électoral de la colère populaire. Et alors, il y avait quand même une question, c'est-à-dire qu'évidemment, ça peut paraître taquin, mais Gérald Darmanin vient de lancer un mouvement qui s'appelle Populaire. Alors vous me direz oui, encore un mouvement centriste, mais cela étant, nous ça nous a tous fait sourire à la rédaction d'entendre parler, mais cela étant, est-ce que honnêtement ça peut se traduire par quelque chose ? Est-ce que le centre droit peut un jour essayer de récupérer l'électorat qu'il avait avant un peu et qui aujourd'hui est au RN ? Vous savez,
On ne proclame pas ce que l'on est, on le montre. Moi, je peux lancer, si vous voulez, à ce micro un mouvement qui s'appellera Jeunesse. Ça m'empêchera pas d'avoir 58 ans. Je veux dire, c'est sympa, mais ça n'a pas de sens en fait. Donc voilà. Donc bon, il s'appelle Populaire. Alors c'est un élu de Tourcoing, etc. Monsieur Darmanin, on parle bien de Darmanin. Monsieur Darmanin, voilà. Donc d'origine populaire. Il a un terroir électoral très populaire. Il le rappelle suffisamment pour qu'on s'en souvienne. D'ailleurs, il n'aurait pas été élu si il s'était appelé Moussa, apparemment. Oui, c'est ça. Non, enfin, ce genre de choses. Ouais. Bon, mais si vous voulez, c'est. Je crois que c'est incantatoire. Je crois que les gens ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, les gens votent beaucoup plus rationnellement qu'on ne le croit. On est devenu, c'est très intéressant à voir, hein, ça n'a pas toujours été le cas. Le Rassemblement national est devenu, notamment, ça a commencé avant, mais notamment depuis l'accession à la présidence du parti par Marine Le Pen en janvier 2011, c'est devenu un vote qui, par certains côtés, est un vote de classe. Un vote de classe, c'est pas seulement un vote d'intérêt, c'est un vote de solidarité aussi. C'est un vote d'identification. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc et les gens naturellement, ça se constate encore une fois quand on fait une campagne de terrain, disent c'est le parti des gens comme nous. Ça va bien plus loin, si vous voulez, c'est bien plus fort que de dire il y a tel point de programme qui va nous profiter. Oui. Ça, c'est un vote d'intérêt. C'est assez faible. Non, là, c'est véritablement un vote d'identification. Je vois pas du tout comment quelqu'un, bon, même issu de la droite, hein, comme M. Darmanin, pourrait le faire. Enfin, je lui souhaite bonne chance parce qu'il faut être gentil en démocratie. Jérôme Sainte-Marie, merci d'être venu ce matin. On espère vous revoir très bientôt chez Frontières, la matinale. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatant au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître, avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.